Bonjour Cyril. Bonjour Gérard. Okay. Donc nous sommes dans les bureaux de Cyberger. Je me présente Gérard Magro, je dirige la filiale, et Cyril Sotero a accepté d'être interviewé sur le sujet de la facture électronique et de la nouvelle réglementation qui va prendre effet en 2026. Cyril. Bonjour, donc Cyril Sotero, je suis le président du Forum national de la facture électronique, assez impliqué dans cette réforme. Et j'accompagne accessoirement un certain nombre d'acteurs et d'utilisateurs sur ce sujet. Ok, donc à nouveau, merci d'être venu. On se connaît depuis quelques années quand même déjà, hein? Avec Cyberger, Avec oui, Cyberger. avec le FERD aussi, d'une façon générale. Donc le FERD qui est le forum allemand, qui nous travaillons depuis un paquet d'années, au moins depuis 2015. Voilà, qui avait donné lieu à la définition d'un format commun, c'est ça Du format commun de facture hybride, on appelait ça facture hybride Voilà. à l'époque, ou facture mixte en France. Voilà. Qui est donc Zooffer en Allemagne, et qui est bientôt Facture X en France, et qui est le format commun qui a convergé depuis maintenant 4 ans. Voilà. Donc, suite à ces échanges depuis 2015 ou 16, ok, on a naturellement, donc, en tant que société, est devenu naturellement membre de votre association parce que on veut être au courant un petit peu justement de toutes les évolutions sur ces réglementations autour de la facture. Je peux peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et des différentes questions qu'on a préparées, juste rappeler pourquoi finalement Cyberger est aussi un acteur autour de la facture électronique. En quelques mots, bon, Cyberger, c'est une société familiale allemande, créée par son fondateur, qui est toujours propriétaire de l'entreprise, M. Cyberger. Et notre spécialité, vous permettrez un petit anglicisme pour aller plus vite, c'est la data intégration. Ça va plus vite que l'échange automatisé de données électroniques pour différents scénarios, etc. Donc, on est spécialisé donc autour des scénarios de type EDI, aussi interapplicatif, c'est la supply chain vers les partenaires, les échanges de données interapplicatifs, qui est souvent appelé l'EAI. Maintenant, puis les échanges un peu temps réel, c'est tout ce qui est API ou anciennement web service, etc. Alors, vous me direz pourquoi la facture électronique et pourquoi vous êtes là. Vous pourrez me dire, ok. Donc, c'est très simple. Très spécialisé dans l'EDI. Et puis toujours, on opère notre plateforme, ce qui s'appelle le BIS pour Business Integration Suite, aussi bien on-premise que dans le cloud. Et on a aujourd'hui 3000 clients dans le cloud. Beaucoup nous ont demandé très vite, c'est dès l'époque où on s'est connus avec même avant le faire, est-ce qu'on pouvait les aider autour de la facture électronique? Pas que en France, dans différents pays. Donc on a commencé par la Turquie, très forte accélération avec l'Italie en 2017. Et on est devenu, logiquement, opérateur de la facture électronique dans divers pays. Donc aujourd'hui, nous, notre action dans ce monde qui vous est cher, de la facture électronique, c'est on est un opérateur multi-pays qui va mettre en œuvre différentes réglementations qui sont nécessaires, qui sont demandées par différents pays. Aujourd'hui, on en couvre 35 en opération et qui représente à peu près 50 processus fiscaux différents. Et donc, on a suivi donc logiquement les demandes, l'évolution de la réglementation française, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on est déjà, je dirais, opérateur de la facture des maths 289.7.3, je crois, donc on le fait pour pas mal de nos clients, en complément du service EDI. On le fait aussi pour Chorus, donc ça c'est pour l'administration fiscale, pour les gens qui font les collectivités locales, les sociétés qui font du business avec les collectivités locales et qui doivent envoyer des factures, et on est déployé ainsi. Et donc arrive cette nouvelle réglementation qui a fait beaucoup de bruit, comme vous le savez. Peut-être vous pourrez rappeler un petit peu en quelques mots, on a regardé les textes, il y a opérateur de démat, PDP, plateforme partenaire de dématérialisation. Juste en quelques mots, un peu les différentes composants, parce que nous, on a un positionnement qui nous paraît être logiquement plutôt
dans un axe, mais on voudrait comprendre un petit peu, en quelques mots, les différences qu'il peut y avoir. Et après, je vous poserai 2 ou 3 petites questions, si vous permettez. Très bien. Bon, effectivement, cette réforme, elle vise à organiser les échanges de factures. Donc, elle est centrée sur les échanges de factures, avec des mécanismes de contrôle de données et de transmission d'informations à l'administration fiscale. Puis elle a un volet e-reporting qui est tout ce qui n'est pas de la facture électronique entre assujettis à la TVA française. Et donc, il faut bien comprendre que cette réforme, elle s'attache, et c'est pour ça que dans les textes, on parle beaucoup de PDP, justement, elle s'attache à réglementer la façon dont les factures doivent demain s'échanger. Aujourd'hui, on envoie sa facture à son client. Demain, on l'enverra à une plateforme qu'on aura choisie, voire à plusieurs, qui l'enverra à une autre plateforme que le client aura choisie, qui l'enverra donc au client. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et les plateformes qui sont les seules habilitées à échanger les factures sont les PDP ou le portail public de facturation. Donc, PDP, ça veut dire plateforme de dématérialisation partenaire, et partenaire, c'est-à-dire partenaire de l'État. Ok. D'accord. Et à côté de ça, comme vous savez, vous avez un tas d'autres prestataires de services qui sont en amont et en aval du système d'échange. C'est-à-dire que près du système d'information, donc j'ai des logiciels de RP ou de gestion commerciale, et puis après j'ai des intégrateurs qui m'aident à brancher les tuyaux, à faire de la valeur ajoutée, etc., à construire des factures d'un côté, à les matcher de l'autre, à faire du purchase to pay, c'est de la supply chain ou de l'order to cash. Et tout ça, c'est de la valeur ajoutée dite 2D, qui n'a rien à voir avec la réglementation. Mais il se trouve que les acteurs d'OD se positionnent en disant, est-ce que je suis un acteur d'OD et je m'associe au portail public de facturation, qui accessoirement est gratuit, donc j'ai une ressource gratuite pour émettre et recevoir les factures, ou est-ce que je m'associe à une PDP qui est chez moi, ou est-ce que je deviens moi-même aussi PDP? Et là, dans les textes, quand on regarde, on définit ce qu'est un PDP, on dit qu'un PDP, c'est un OD qui se fait immatriculer. Donc on voit bien que c'est il y a un chemin. Okay. Il y a un chemin. Voilà. Après, il y a aussi des PDP qui vont être des PDP uniquement centrés, comme le portail public de facturation, sur l'échange des factures, s'associant avec des OD qui apporteront d'autres valeurs ajoutées en amont et en aval. Donc il faut bien comprendre ce mécanisme. C'est-à-dire que les OD sont peu nommés dans la réglementation parce qu'elles ne les concernent pas, elles n'ont aucune obligation réglementaire. Par contre, elles ont des obligations contractuelles. Les PDP ont des obligations réglementaires, c'est pour ça qu'elles sont nommées. D'accord. Par exemple, pour affiner notre positionnement, nous avons aujourd'hui décidé d'abord OD, avec cette possibilité de cheminement que vous avez dit, être possible vers la PDP. Okay. Donc on va affiner un petit peu, c'est une évolution logique, si vous voulez, de notre service global d'invoicing pour la facture dans plusieurs pays. Et on va affiner un petit peu tous les éléments qu'il faudra mettre en œuvre. On s'est mis d'ailleurs comme partenaire avec une société qui s'appelle e-business, monsieur Bécard Ravi. Je veux bien se citer ici parce que on a vu un peu un intérêt justement à affiner un petit peu ces positionnements autour de l'ED et voir comment on pouvait cheminer vers le chemin PDP. Donc aujourd'hui, nous, notre positionnement, on sera OD sûr, et pour être compliant, enfin conforme en français, être capable de connecter à la PPF, et on va regarder comment on va permettre à nos clients de mettre une PDP, un service d'accès PDP, puisque vous l'avez dit, ils sont habilités à communiquer entre eux et certifiés par la PPF pour être par l'administration fiscale. Par l'administration fiscale pour se connecter à la PPF. Maintenant, lorsqu'on discute avec nos clients, d'abord, je veux dire, nos clients EDI, vous vous souvenez, EDI, et on leur propose aussi la facture, avec lesquels on a déjà fait de la facture dans notre pays, il y a toujours la même question qui revient. Est-ce que vous serez PDP? Donc ça nous donne une perception qu'il faut être obligatoirement PDP pour rentrer dans le jeu. Est-ce qu'il y a une obligation vraiment effective? Non, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a absolument pas d'obligation. Maintenant, il faut bien comprendre, quand vous avez une réglementation qui exprime que demain, les factures devront s'échanger entre PDP, que le terme PDP est inscrit dans la réglementation pour ces raisons-là. Et donc, en gros, ça veut dire qu'en plus, les PDP, elles ont des obligations réglementaires, des obligations en termes de sécurité, elles alimentent l'annuaire, enfin, elles sont présentes dans le dispositif. Donc, en gros, les PDP, c'est un peu la Ligue 1. D'accord. Donc, quand vous avez, donc finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous êtes un acteur du marché, si vous dites je suis PDP, en gros, en termes marketing,
C'est Il n'y a bien. pas besoin de dire grand-chose de plus. Oui, voilà, on a souvent la question très simple. Alors après, sachant que les PDP, il n'y en a aucune aujourd'hui, il faut qu'elles soient immatriculées, qu'elles passent des audits, etc. Mais en tous les cas, on sent bien qu'en termes de discours marketing, c'est plus simple de dire je suis PDP que de dire Ça, c'est je clair. suis OD, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être PDP, ce qui est vrai. Mais il faut choisir, mais simplement, votre client, lui, il devra choisir soit le portail public, soit une PDP, et c'est peut-être à vous, en tant qu'OD, de lui proposer des solutions. Ça veut lui dire, moi, je suis connecté, par exemple, j'envoie des factures pour Chorus Pro, donc je suis pas loin d'être connecté à un portail public. Donc, si vous choisissez, vous, le PPF en tant qu'émetteur de facture, je peux être votre prestataire qui vous aide à l'adresser. Après, on verra, il y a quand même quelques limites au PPF, puisqu'il traite que les factures dans les formats du socle, du socle minimal ou de la norme européenne. Et donc, pour ceux qui échangent de l'EDIFACT, par exemple, ça peut poser quelques difficultés, et les PDP sont là pour les résoudre. Mais ça ne vous empêche pas non plus d'avoir des partenaires PDP qui pourront résoudre ce problème. Parce qu'elles sont en capacité d'émettre des factures dans d'autres formats. Voilà, vous résumez en fait en disant, c'est bien, vous êtes OD, mais il faudrait que vous ayez un chemin PDP à proposer à vos clients. À proposer à vos clients, et qui soit crédible et dans lequel vos clients ont confiance. Si vos clients ont confiance en vous et vous avez une solution pour leur proposer... Ils ont confiance en nous puisqu'on fait déjà du chorus. Ouais. Et donc souvent, certains nous disent, ah oui, mais la démat de 2024, 2026 maintenant, ok, bah, c'est le chorus 2. Oui, c'est deuxième génération. C'est deuxième génération. Ouais. Donc, pourquoi rajouter une PDP? Bah pour les raisons que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, vous avez des flux qui tournent. Vous avez des flux qui tournent, vous avez une réglementation qui dit qu'il y a des PDP. Tout le monde ne choisit pas des PDP. Vous avez des grands acteurs qu'on peut citer, je pense, type Orange et EDF, qui ont décidé en émission d'utiliser le portail public de facturation. Alors, ils n'ont pas forcément un OD, parce qu'ils seront eux-mêmes OD, parce qu'ils ont des systèmes informatiques, mais ils ont décidé d'utiliser le portail public de facturation pour émettre leurs factures, et pas forcément une PDP. Ils vont peut-être choisir une PDP en réception, mais en émission, pour l'instant, c'est pas leur choix. Je vais changer un peu mon ordre de question, parce que vous dites donc qu'il y a des grands acteurs qui choisissent d'être OD. Donc ils pourraient soit le faire eux-mêmes, soit choisir un prestataire de type OD. Oui. Qu'est-ce qu'il leur faudra de plus pour que leur facture arrive? Il faut qu'ils aient, de toute façon, il faut qu'ils fassent le choix d'une PDP ou du PPF. Il faut qu'ils fassent le choix d'une PDP pour émettre leur facture. Donc soit leur OD leur dit, écoutez, c'est intégré dans mon service, donc quand vous signez un contrat avec moi, vous signez un contrat avec une PDP que j'ai choisie pour vous, ou vous allez vous déclarer sur le PPF et vous direz que je suis votre OD. Une fois que ceci est fait, les flux tournent, ou bien alors vous le laissez indépendant, et ce sera votre problème de vous connecter à la PDP qu'il aura choisi. D'accord. Mais il doit choisir, lui en tant qu'émetteur et destinataire, il doit choisir une plateforme. D'accord, donc j'ai mieux compris. C'est-à-dire qu'en tant qu'OD, notre premier positionnement, même si on a des clients qui se connectent avec nous et on est capable d'envoyer selon les 3 formats standards européens à la PPF, il faudra quand même que pour ces clients, on ait aussi une option PDP. Il faudra que vous leur proposiez. Vous serez obligé de vous connecter, soit au PPF, soit une PDP, pour pouvoir leur offrir un service. Donc effectivement, la flexibilité à laquelle on pensait, quand par exemple j'ai entendu Stellantis qui disait j'accepterais aussi bien de les OD que des PDP, finalement c'est peut-être pas tout à fait ça. L'OD seul, il faudra accepter les deux, il faudra être capable de faire les deux. Non, Stellantis va choisir une PDP ou une PPF, je ne sais pas quel sera son choix, et il dit simplement j'accepterai des factures provenant, il dit qu'il respecte la réglementation, de n'importe quel autre PDP, mais ça c'est d'accord, et dans les formats, surtout ce qu'il dit, c'est qu'il dit je les accepterai dans des formats du socle minimal. Exactement. C'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui Stellantis, il peut dire moi je souhaite avoir des factures en EDIFACT, par exemple. Et bien là, il dit j'accepterai aussi, en même temps, il est obligé de l'accepter, j'accepterai aussi des factures en facture X, des factures. Les 3 formats du socle. Les 3 formats du socle. Voilà. Ok. Donc, c'est beaucoup plus clair maintenant. Je vous remercie pour ces précisions. Ce qui m'amène justement à la question suivante, où j'allais arriver un peu différemment que mon premier scénario. Effectivement, il y a ces 3 formats du socle, comme vous venez de dire à la limite. Et on entend dire, maintenant, qu'en dira-t-on, et c'est votre avis qui est important ici, que à terme, finalement, ces factures EDIFACT qui pourraient passer plus facilement entre PDP, etc., elles pourraient être à terme intégrées dans ces différents messages type de messages du socle. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une possibilité réelle? Est-ce que ça peut arriver? Quel est votre avis dessus? C'est surtout quel va être le statut. En fait, quand on a ces formats du socle, donc les données, ce qui va être reconnu comme étant la facture,
par l'administration fiscale et d'une façon générale par la réglementation, ce sera le format lui-même, c'est-à-dire les données qui sont dans l'UBL ou dans le FactureX, le C2I à l'intérieur du FactureX. Maintenant, rien n'empêche dans ces formats, surtout dans le FactureX, c'est clair, d'y associer d'autres documents. Et un autre document qui pourrait être la représentation Edifact de la même facture, voire une représentation Edifact plus riche. Mais le statut, la difficulté là-dedans, c'est où se situe la facture. L'intérêt du FactureX, c'est qu'on dit que la facture, c'est l'intégralité du fichier qui peut comporter des compléments qui peuvent être utilisés pour traiter la facture. Donc l'intérêt, c'est que celui qui reçoit cette facture, il peut se dire, moi, l'administration fiscale, tout ça, elle utilise les données qui sont dans l'XML, et par contre, moi, pour mon traitement, je préfère utiliser Edifact. Avec quand même une petite difficulté, c'est qu'il faut que l'émetteur de la facture, il garantisse quand même qu'il a écrit la même chose dans Edifact que ce qu'il a écrit dans l'XML, quand même. Oui, tout à fait. Non, mais il y a des vérifications. Au niveau technique, c'était juste pour garantir les deux. Mais de toute façon, si vous regardez les systèmes qui sont très centralisés, comme en Italie, qu'est-ce qu'on voit en Italie? On voit qu'on transmet du Factura PA, qui est le format attendu en Italie. Premier acteur. Voilà. Et quand on fait de l'Edifact à côté, qu'est-ce qui se passe? On envoie le Factura PA à l'administration fiscale, qui l'envoie au client. Le client ne le regarde pas, il attend l'Edifact qui va en parallèle. Donc le sujet d'un Edifact qui sert au traitement de la facture, il préexiste, il continuera d'exister. La démarche française, elle vise à dire, faisons en sorte que ces flux-là soient à l'intérieur de la facture. Et ne passe pas en parallèle à côté, parce qu'on n'aime pas bien les... Oui, pour éviter les doubles envois, comme on voit effectivement en Italie. Et je me demande si en Pologne, c'est pas un petit peu la même chose. Ce sera probablement la même chose. Mais tous les systèmes centralisés vont conduire à ça. Il faut bien voir que la réforme française, elle vise à essayer d'éviter ça. Qui est vraiment qu'un seul flux qui passe par la PPF. Pas forcément par la PPF, mais qui s'échange et qui contient de l'information de facture. Oui, voilà, non, mais il est passé par, on a vu OD allant vers le PDP, mais tout passe finalement par la PPF. Et bon, là, une question un peu annexe, juste, bon, c'est plus par curiosité, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas un acteur pur de la facture, on est en complément des échanges de type supply chain. Qu'est-ce que vous voyez comme autre valeur ajoutée à une PDP? Bon, il y a la transmission, la garantie, la certification, la liste la connaissance des différents clients qui peuvent être connectés. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura comme autre service à valeur ajoutée proposé dans un service de PDP? On parle de rapprochement de facture, par exemple, mais quelle est oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut distinguer la valeur ajoutée, que je vais qualifier valeur ajoutée d'OD, que toutes les PDP pourront décider de faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, les PDP, la plupart des PDP seront des PDP qui seront aussi des OD. D'accord? Donc, la valeur ajoutée pure d'une PDP, c'est la transmission des factures, la capacité à faire des formatières et la capacité en termes de déploiement à déclarer ses clients. Donc, en fait, à déclarer ses clients dans l'annuaire, donc pas avoir à demander aux clients d'avoir des actions spécifiques pour déclarer son OD. Donc voilà les éléments essentiels, stricts de valeur ajoutée d'une PDP. Et bien sûr de garantir les contrôles et aussi de faire de transmettre le reporting. Mais un acteur de la data intégration, si on regarde bien ça. C'est de l'échange surtout. Oui, mais l'échange. En gros, une PDP, c'est le réseau X400, pour ceux qui s'en souviennent, moderne. Et qui est connecté à l'administration. Oui, c'est ce que j'appelais un peu au début la data intégration. On échange de manière automatisée, on fait des vérifications, on utilise le bon protocole, etc. C'est ça, mais les acteurs, mais aujourd'hui, dans le marché, il n'existe pas des acteurs les acteurs PDP sont assez peu nombreux à se concentrer à faire des PDP comme le PPF. Déjà, pour une raison assez simple, le portail public de facturation, il offre le service d'échange pour 0. Donc, quand vous avez un compétiteur qui a les moyens et qui offre un service pour 0, en général, c'est pas un marché très profitable. Et donc vous cherchez à avoir plus de valeur ajoutée. C'est pour ça que les OD, un certain nombre d'OD, se positionnent en plus en PDP. Et donc les PDP sont probablement aussi de la valeur ajoutée d'OD. Donc vous pouvez très bien décider d'en rester à votre valeur ajoutée d'OD et de vous associer soit à des PDP, soit au PPF pour transmettre vos factures. Je voulais faire une remarque qui m'interpelle. Vous avez dit, la PPF un service gratuit, et donc les PDP pourraient être confrontés d'un point de vue concurrentiel justement à ce service gratuit. Donc avant de devoir apporter une valeur ajoutée, on en a parlé un peu il y a quelques minutes, on ne reviendra pas là-dessus. Mais ce point justement de concurrence indirecte m'interpelle sur un sujet que j'avais entendu
bon, pendant des échanges dans la JFE, votre événement au début d'année, la FNFE, en 2023, en février, et où j'avais entendu dire qu'au Mexique, ils étaient beaucoup plus mûrs sur le modèle en Y, qui a été mis en œuvre par la IFE et la DGFI, et qui disait que lorsqu'il y a un service de type, on va dire, bon, élémentaire, c'est pas le bon mot, mais disons de type OD, où je garantis bien l'intégration dans la PPF, eh les PDP qui en fait sont des OD, comme le dit, elles devraient fournir ce service gratuitement. Et donc, elles doivent le fournir au Mexique gratuitement, imposé par le gouvernement, et qu'elles peuvent proposer des services payants lorsqu'on a des services supplémentaires spécifiques autour de la facture, rapprochement, lien avec la banque, etc., ce qui est tout à fait logique. Il existe d'ailleurs quelques portails, je crois, sur le marché comme ça, qui sont très spécialisés là-dessus. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une orientation pour ce service élémentaire gratuit via les PDP qui pourrait être envisagée dans la réflexion de l'AIFE, de la DGFI? Ça c'est clair. Hein. Okay. Je pense qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'on laisse le marché s'organiser et on n'impose pas à les plateformes de faire un service gratuit. Enfin, c'est vu nulle part. Hein. On reste. Ça serait vu au Mexique, c'est pas très clair. C'est peut-être un petit peu plus directif. Ce serait à vérifier, mais en termes économiques, ça paraît étrange. Maintenant, la réalité peut être la même. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai un service, donc ce qu'on appelle le niveau minimal, qui traite que les obligations réglementaires, donc émettre et recevoir des factures, qui est fourni si on choisit le PPF à titre gratuit, quand on le choisit au travers d'une PDP, il va falloir expliquer pourquoi la PDP va devoir expliquer pourquoi c'est payant. Voilà. Et donc probablement que le prix pour uniquement ce service-là va être assez faible. Ouais. Mais il existera un prix parce qu'il y a un coût. Bien sûr, quand même. Donc d'un côté, le coût, on le paie en tant que contribuable. De l'autre côté, on va le payer en choisissant sa plateforme. Maintenant, encore une fois, ces plateformes, elles ont intérêt à ajouter de la valeur ajoutée que je vais qualifier de type OD, justement pour justifier d'un prix global à leur prestation. Oui, pas que de type OD, j'ai dit aussi autour de services autour de la facture. Non, mais quand je dis type OD, encore une fois... OD, c'est quand même l'intégration, on est d'accord. Non, OD, c'est opérateur de dématérialisation et ça inclut l'ensemble des services dont vous parlez. Un acteur aujourd'hui qui propose des solutions de purchase to pay, c'est un OD. Un acteur qui propose un ERP, c'est un OD. Ben oui, parce que l'ERP de base, il se pose la même question que vous. Il se dit, moi, je sais produire une facture, je dois proposer à mon client une solution pour l'émettre, je sais pas bien le faire, donc est-ce que je fais juste une connexion avec le PPF ou avec une PDP partenaire que je fais, ou plusieurs, parce que j'en ai plusieurs, je fais un lien et je sais permettre à mon client d'émettre des factures ou de recevoir des factures. Donc ce sont des OD aussi. Les experts comptables sont des OD potentiellement. Enfin, c'est large. C'est un prestataire, un partenaire qui aide l'entreprise à traiter ses factures d'une façon générale. Sous forme dématérialisée. C'est pour ça qu'on voit quand même pas mal de perturbations des équipes techniques dans les entreprises qui sont effectivement mises sous pression, entre guillemets, de ces experts comptables ou des gens de la compta, de la finance qui ont souvent des requirements qui sont très directifs et très simples. Par exemple, je veux à tout prix un service de type PDP. C'est un peu suite à ça. Ça, c'est dans les entreprises, peut-être. Mais en tout cas, vous voyez que l'ensemble des acteurs du marché, regardez les éditeurs, les grands éditeurs de RP d'une façon générale, ils se questionnent sur leur positionnement, PDP ou pas. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà convaincus qu'ils sont OD. Alors là, je développerai un petit point, mais on va encore prendre 5 minutes peut-être. C'est que les ERP, donc ils sont sur les processus métiers, comptabilité et autres, etc. La grande question, c'est est-ce que c'est leur métier de faire de l'OD, de la data intégration? Ils peuvent avoir l'impression d'eux, mais est-ce que tout le monde peut vraiment être OD? Je laisserai la question en suspens, parce que nous, c'est 36 ans d'expérience de data intégration. On voit bien quand même, on le voit bien tous les jours dans les requêtes clients, que bon, tout le monde ne peut pas le faire à terme. Oui, il y a data intégration, il y a data traitement. Si on veut faire les deux, donc les ERP, c'est du data traitement. Dès la frontière n'a jamais été claire. Exactement. Et donc la réforme, quelque part, elle remet en compétition aussi les différentes briques de la chaîne. Puisque les éditeurs de logiciels s'interrogent de savoir s'ils vont devenir PDP ou pas. Exactement. Et il y en a qui ont changé d'avis déjà pas mal depuis quelques mois. Et les intégrateurs, on va les appeler comme ça, qui sont... ce que vous appelez les data intégration, eux peuvent s'interroger de savoir s'ils vont garder un rôle uniquement d'intégrateur qui va continuer à être nécessaire de toute façon, ou bien s'ils vont aller se déplacer plus vers l'opérateur, on va dire, de flux. Ce qui n'est pas la même chose. Intégrer des données et opérer des flux, c'est pas la même chose. En termes contractuels, c'est pas la même chose.
En termes de responsabilité non plus. Ok, bon, mais Cyril, je vous remercie beaucoup pour ces précisions parce que ça va nous apporter également pas mal d'éclaircissements sur notre positionnement, sur ce qu'on va devoir mettre dans notre offre en tant qu'opérateur, en tant qu'OD, avec ce chemin nécessaire, vous avez bien dit, de PDP. Je vais vous poser une dernière question, qui vient plus de nos chefs de produit qui s'intéressent au futur. On commence à entendre parler de plus en plus de la norme VIDA, hein, VAT in the Digital Age. J'ai bien noté pour ne pas me tromper. Quel est votre avis sur ça? Ça va bousculer un peu l'ensemble? Bon, c'est pas spécifique à la France, hein, mais sur VIDA, quelle va être l'implication? C'est pas une norme VIDA. Hein. VIDA, c'est un projet de directive. Un projet de directive. C'est un projet de directive qui vise à aligner les pratiques européennes, donc au sein de l'Union européenne, en termes d'obligations de facture, enfin pas tellement d'obligations de facture électronique d'ailleurs, surtout en termes de contrôle transactionnel continu, de ce mécanisme qui fait qu'on réglemente la façon dont on échange des factures et on envoie des informations à l'administration. Et donc qui exprime qu'à l'horizon 2028 et peut-être un peu plus, on verra, l'ensemble des pays européens devront basculer dans la facture électronique pour les flux intra-communautaires, et s'ils auront la capacité à basculer en facture électronique pour leurs flux domestiques, qui deviendra plutôt la norme, le papier devenant l'exception, dans un cadre qui est plutôt un cadre qui ressemble beaucoup au modèle français. C'est un cadre décentralisé, avec plutôt des plateformes privées qui organisent les échanges, pas forcément immatriculées, mais en tous les cas qui organisent les échanges, et des plateformes nationales qui se concentrent les flux déclaratifs. Et qui éventuellement peuvent être aussi des plateformes de services comme en France. Donc c'est ça la direction de VIDA. Comme c'est finalement assez proche de la philosophie française, on est plutôt légèrement en avance de phase. Donc, d'un point de vue français, on a plutôt tendance à penser que ça va dans la bonne direction. Après, il y a quelques soucis un peu techniques de détail que je ne vais pas aborder ici, mais les choses vont plutôt dans la bonne direction. Pour nous. Merci pour ces précieuses explications. Et on fera une traduction anglaise pour donner ça à nos chefs produits. Vous pouvez compter sur moi. Okay. Donc, merci encore, Cyril, d'être venu dans nos bureaux de Seaburger à Paris. J'ai vraiment beaucoup apprécié vos réponses franches et directes parce que ça nous permet, nous, d'affiner un peu notre interprétation de la nouvelle réglementation française. Et je vous souhaite une excellente continuation. Pas de même. Merci encore. Et bon choix pour la suite. Merci.